Moi, je pense que c'est pire que ça. C'est-à-dire que c'est une violence sadique. C'est-à-dire le but n'est même pas d'agresser la personne. Le but, comme disent les jeunes, c'est de se taper une barre. C'est-à-dire de rigoler. Voilà, de rigoler de la souffrance d'un malheureux, de la souffrance de quelqu'un qui est plus faible, qui est plus vulnérable, qui est plus fragile, quel qu'il soit. Et manifestement, il tire une gloriole sur les réseaux sociaux derrière. Que ce soit un plus jeune, que ce soit une femme, que ce soit un vieux monsieur ou une vieille dame, enfin bref, tout ce qui est plus vulnérable. Donc vous savez, ça c'est la conséquence de deux évolutions concomitantes. La première évolution, c'est une évolution morale, c'est le fameux « il est interdit d'interdire », de mai 68, qui s'est progressivement insinué dans la société, à l'école, etc., qui finalement crée une société anomique, c'est-à-dire une société où il n'y a plus de règles. Et donc quand il n'y a plus de règles, tout devient permis, y compris l'impensable. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, à force d'avoir couvé et surcouvé une criminalité, une délinquance au prétexte qu'elle provient de certaines populations ou de certaines immigrations, eh bien, finalement, les immigrés eux-mêmes qui sont intégrés, qui vivent dans ces quartiers, qui n'ont rien demandé à la personne, qui vont au bar, qui ont leur activité, leur retraite, etc., deviennent les premières victimes de cette racaille qu'on a voulu par ailleurs protéger au nom de discrimination, de parcours et de trajectoires sociales chaotiques, etc., etc. Donc, je veux attirer l'attention que lorsque nous parlons de racaille, nous ne visons évidemment pas toutes les immigrations. La preuve, c'est que Ali lui-même n'est ni de la haute, excusez-moi, ni un Français de souche. Mais pourtant, il est victime, au même titre que le reste des Français, de la violence de certaines populations dans certains quartiers. Donc le problème, il n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait le croire, un problème racial. Et moi, je m'inscris totalement en faux contre cette lecture. Le problème, c'est un problème sécuritaire, de criminalité, de surreprésentation de certaines populations dans les phénomènes de délinquance et de criminalité, qui finissent aussi par avoir des victimes également de toutes les origines. C'est le cas là. Et je termine en disant que, vous savez, dans les années 30, les SA et les SS faisaient des concours où ils terrorisaient des pauvres gens, ils prenaient des clichés de la tête des gens pour ensuite se marrer entre eux et dire « Regarde la tête de celle-là, ce qu'elle faisait pendant qu'elle courait, regarde celui-ci, le portrait qui se tire. » Eh bien, on a exactement la même chose, c'est-à-dire c'est une violence sadique de néo-barbares qui ne sont gouvernés par rien, qui ne respectent rien et qui ramènent finalement notre société aux heures sombres dont pourtant on nous a dit que tout système en place s'érigeait contre ce retour aux enfants. Il n'y a pas aussi un contrôle des réseaux sociaux à avoir ? Alors justement, les réseaux sociaux, je ne comprends pas, si vous voulez, parce qu'on tombe régulièrement à bras raccourcis sur les réseaux sociaux en nous disant « mais attendez, les réseaux sociaux attisent la haine, c'est un torrent de boue, etc. » Mais je suis désolé de vous le dire, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, est-ce que quelqu'un aurait entendu parler de cette histoire ? Personne. Et d'ailleurs, c'est parce que les réseaux sociaux en ont parlé et que ça a fait des millions de vues... Est-ce que cette histoire se serait produite sans les réseaux sociaux ? C'est ça aussi la question. Non, là je rejoins ce que disait Naïma Mfadel. Non mais je rejoins ce que vous disiez il y a un instant, Naïma. C'est-à-dire qu'effectivement, en 2005, il n'y a pas de réseaux sociaux. Donc est-ce que les réseaux sociaux révèlent à la surface médiatique des phénomènes qui de toute façon auraient existé, peut-être en les amplifiant ? Mais ces phénomènes-là existent. Je veux dire, ce n'est pas les réseaux sociaux qui ensauvagent la société. Il y a un processus d'ensauvagement par lui-même, auto-entretenu, que les réseaux sociaux révèlent. Et d'ailleurs, je n'ai pas entendu les médias du service public parler de cette histoire. Mais pendant ce temps, c'est vrai qu'ils parlent du Covid. Autre dignement, juste, Jean Messia, et on a Sandra Buisson qui nous attend. Juste pour dire que là, si vous voulez, on a un vrai saut qualitatif. Il ne s'agit pas simplement d'un acte délictuel ou criminel. Nous avons un saut qualitatif dans la violence, une violence qui est sans raison. Ces gens-là, moi, je ne pense pas appartenir au même pays qu'eux, en fait. C'est-à-dire que là, quand on parle de changement civilisationnel, c'est véritablement ça dont on parle. C'est-à-dire que nous avons des gens qui commettent des actes et des crimes et des délits qui n'appartiennent pas à notre système civilisationnel. C'est quelque chose de nouveau. Voilà. Donc quand on parle de menaces identitaires, de menaces civilisationnelles, vous en avez la concrétisation à travers cet exemple. Jean Messia. Je ne comprends pas trop cette polémique. Qui en France aujourd'hui croit que sur les 5 dernières années, le bilan sécuritaire, en tout cas la sécurité des Français, s'est améliorée ?
personne pour croire une ânerie pareille. Je veux dire, on ne peut pas, avec des mots, avec 10 000 submerger une réalité qui dit le contraire. Avec 10 000 postes de force de l'ordre supplémentaires? Non, mais on s'en fout de ça. Je veux dire, moi, les Français ne sont pas là pour regarder combien de moyens supplémentaires ont été attribués à une des missions régaliennes de l'État. Les Français, juste sur des résultats. Or, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Je veux dire, on vient de commenter pendant plusieurs minutes une agression. Chaque semaine, on a mis la loupe sur un fait divers. Non, mais attendez. Effectivement. Non, mais attendez. Vous savez très bien. On n'a pas parlé des agressions d'élus, on n'a pas parlé. Chaque semaine, il suffit de d'ouvrir, si vous voulez, la presse quotidienne régionale. Nous sommes régulièrement sur ce plateau pour commenter des faits divers qui sont chaque semaine de plus en plus spectaculaires. Au bout d'un moment, si vous voulez, on ne peut pas dire que c'est une succession de faits divers. Parce qu'un fait divers, c'est un fait divers. 10 faits divers, ça reste une somme de faits divers. Mais quand c'est 1000 faits divers, ça devient un phénomène. D'accord ? Et donc, quand il y a un phénomène qui s'appelle l'insécurité, l'ensauvagement, avec à chaque fois de nouvelles limites qu'on ne pensait pas pouvoir être franchies, qui le sont, eh bien, on ne peut pas venir nous expliquer que le bilan sécuritaire est positif au motif qu'on a mis plus de moyens. C'est exactement comme l'école dont on parlera tout à l'heure. Ce n'est pas parce que vous avez mis plus de moyens au sein de l'école que les résultats des élèves sont meilleurs. Je veux dire, la problématique des moyens, on n'est plus dans une logique de moyens. D'ailleurs, depuis 2001, il y a quelque chose qui s'appelle la loi organique aux lois de finances qui est passée d'une logique de moyens à une logique de résultats. Jean, que de garder les enfants à l'école avec un protocole sanitaire qui semble un peu bancal, avec des autotests qui ne sont pas forcément fiables et qui finalement mettent à mal la sécurité de tous. Ce qui est clair, c'est que les choses ne sont pas très claires. C'est-à-dire que déjà, si vous voulez, quand le gouvernement, depuis le début, accable en quelque sorte les enfants et les mineurs en disant que ce sont des vecteurs privilégiés C'est une réalité, ça. Peut-être, mais sauf que cette classe d'âge-là ne risque absolument rien, ou quasiment rien, de la pandémie. En réalité, on a fait peser sur eux une responsabilité de diffusion, de contagion dans la société, parce que vous savez très bien que le raisonnement qu'on a adopté depuis le début, c'est un raisonnement par capillarité. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de personnes identifiées comme étant vulnérables à raison de leur âge ou de leur comorbidité. Pour protéger ce groupe-là, on a décidé la vaccination et de ce groupe et de la classe d'âge immédiatement inférieure, c'est-à-dire les 18-55 ans. Mais effectivement, comme les enfants sont aussi des porteurs et des vecteurs de contagion du virus, on a décidé de descendre un cran encore en dessous pour vacciner également les enfants, pour que les enfants ne transmettent pas à leurs parents et que les parents ne transmettent pas aux grands-parents, pour être tout à fait schématique. Or, ce raisonnement-là me semble un raisonnement criminel. D'abord parce que les enfants, encore une fois, ne risquent rien. Il n'y avait aucune raison... Il y a de plus en plus d'enfants dans les hôpitaux. Voilà. Pardon ? Il y a de plus en plus d'enfants dans les hôpitaux. Non, mais attendez, mais c'est n'importe quoi. C'est les enfants qui sont vulnérables par raison d'autres maladies. Mais si vous ne pouvez pas être aussi affirmatif. Mais bien sûr que si, bien sûr que si. Aujourd'hui, attendez, juste un instant. Aujourd'hui, tous les grands spécialistes de la médecine vous disent qu'on ne peut pas, tous les 6 mois, vacciner la planète entière. Bien entendu, mais c'est pas ce qu'on dit. Donc il faut effectivement réserver les vaccins, etc., aux catégories les plus vulnérables. Or, les écoles, les populations qui sont dans les écoles ne font pas partie des catégories vulnérables. Il faut qu'on leur foute la paix. Les petits commerçants doivent se réinventer, parce que forcément, on ne va pas dire aux gens de ne pas acheter en ligne. Ça paraît compliqué. On peut leur demander un petit peu de solidarité à l'égard des petits commerçants. Parfois, on parlait des libraires, notamment avec Yves Durand, mais les libraires apportent des conseils. Mais pour les vêtements, c'est parfois plus compliqué. Est-ce qu'il faut que ces petits commerces se réinventent ou je pense que, si vous voulez, les commerces de centre-ville de manière générale et les commerces vestimentaires de manière particulière participent d'une forme d'écologie urbaine, en quelque sorte. C'est-à-dire, ils participent d'un équilibre, d'un écosystème urbain, et de la socialisation aussi des gens, parce que vous avez des tas de personnes isolées pour qui, effectivement, sortir, faire l'achat, l'emplette, de manière concrète, en voyant un visage, en demandant des conseils, ça participe d'une socialisation qui, par ailleurs, se fait rare, puisque nous vivons quand même dans une société hyper individualisée. Et donc, le lien social, il se crée aussi à travers le petit commerce, le libraire, le bureau de tabac, le bar, le commerce vestimentaire, justement, est-ce que chacun doit, par exemple, élargir ses services à l'image des tabacs, par exemple? Alors, il faut qu'ils se réinventent, bien entendu, parce que c'est vrai qu'il y a évidemment un bouleversement technologique.
qui accompagne finalement un bouleversement institutionnel, selon une approche un peu marxiste où l'infrastructure suit la superstructure en quelque sorte. Donc effectivement, vous avez une infrastructure technologique qui se met en place et là-dessus, vous avez des comportements d'individualisation que permet l'ordinateur, que permet la commande en ligne, qui trouve, si vous voulez, un terrain d'application. Mais il faut savoir que pour que le commerce en centre-ville soit favorisé, il faut aussi des politiques qui ne participent pas à l'oxyre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous ayez des centres urbains dont la voiture est chassée. Donc ça empêche effectivement un certain nombre de mouvements de population qui viennent au centre-ville pour faire leurs achats. Il faut quand même que le centre-ville reste ouvert. Or, on a l'impression, si vous voulez, que vous avez souvent des maires, notamment des maires écolos ou des maires de gauche ou des maires progressistes, qui demandent aux commerçants quelque chose que par ailleurs, ils leur interdisent de l'autre main. Oui, non, mais la vaccination, tout le monde est d'accord là-dessus. D'accord, la vaccination empêche les formes graves, mais la question qu'il faut immédiatement poser derrière, c'est quelle est la population qui est susceptible de développer une forme grave ? C'est pas tout le monde. Proportionnellement et en probabilité, encore une fois, ce sont ou les personnes âgées ou les personnes comorbides. Ce sont ces deux catégories-là qui sont surreprésentées dans les hospitalisations et les réanimations. Donc on fasse porter l'effort de vaccination sur ces populations-là parce que le bénéfice-risque, pour le coup, est au profit du bénéfice. Mais et donc, ce qui se passe ailleurs dans le monde, ça vous révolte ? Ce qui se passe ailleurs dans le monde, ça vous révolte quand on taxe les non-vaccinés, quand on leur fait payer des amendes ? Tout ça n'a pas de sens. Tout ça relève d'une forme de néo-totalitarisme qui est quand même assez impressionnant. Je veux dire, on est sous des prétextes sanitaires, nous sommes littéralement en train de changer de monde. Et moi, je m'inscris en faux contre cette logique.